La résistante oubliée. Chapitre 1. Les ombres de Paris. Paris, novembre 1942. La ville vivait dans une pénombre oppressante, où les murs semblaient écouter et les rues résonnaient du bruit lourd des bottes de l'occupant. Même les façades des immeubles, témoins muets d'un quotidien assombri, paraissaient ternies par une angoisse collective. Élise Vauquelin avançait à pas mesurés dans la rue des Martyrs, ses pensées agitées par le poids de sa mission. Sous son manteau usé mais épais, elle serrait contre elle un sac contenant un précieux dossier, fruit de mois d'efforts et de sacrifices. Ce soir-là, l'air était glacial et la fine bruine qui tombait n'arrangeait rien. Les pavés glissants reflétaient les lueurs tremblotantes des lampadaires, créant une atmosphère presque irréelle. Élise devait se rendre à une cache temporaire pour transmettre ce document capital. Des plans d'un dépôt de munitions stratégiques et des codes cryptés volés à la commandanture, qui, s'ils parvenaient aux Alliés, pourraient influer sur les opérations militaires à venir. Chaque pas qu'elle faisait était une victoire contre la peur qui serrait sa poitrine. D'un naturel pragmatique, Élise savait qu'il ne fallait pas céder à la panique. Elle avait choisi cette mission après des mois d'apprentissage dans l'ombre. Falsification de papier, technique de camouflage, et surtout maîtrise de ses émotions face au danger. Pourtant, ce soir-là, quelque chose était différent. L'air semblait chargé d'une tension qu'elle ne pouvait nommer. Était-ce son imagination ou les rues étaient-elles plus silencieuses que d'ordinaire? Elle scruta les ombres autour d'elle, attentive au moindre bruit. En approchant de l'immeuble désigné, elle remarqua une anomalie. Une fenêtre, habituellement plongée dans le noir, diffusait une faible lumière. Elle s'arrêta net, son instinct lui criant qu'elle était observée. Essayant de ne pas attirer l'attention, elle s'adossa contre un mur, feignant de refaire le nœud de son écharpe. Son esprit travaillait à toute vitesse. Les consignes étaient claires. Si le lieu semblait compromis, elle devait s'éloigner et trouver un point de contact secondaire. Mais ce soir-là, elle n'eut pas le temps de mettre ce plan en œuvre. « À Pierre Imbit !» La voix rauque d'un soldat allemand résonna derrière elle. Élise sentit son souffle se couper. Lentement, elle se retourna, découvrant deux hommes en uniforme. L'un d'eux portait une lampe torche dont la lumière crue la scruta de haut en bas. Malgré la peur qui la traversait, elle s'efforça de rester calme. Elle avait fait face à des contrôles auparavant et chaque fois, sa fausse identité avait tenu. Elle sortit sa carte d'identité soigneusement falsifiée et la tendit à l'un des soldats. « Sophie Charpentier, couturière », dit-elle d'un ton posé. Le soldat examina le document avec minutie, ses yeux méfiants glissant entre la photo et le visage d'Élise. Elle sentit son cœur battre à un rythme effréné, mais sa posture restait ferme, son regard inébranlable. Dans son esprit, elle récitait mentalement les détails de son histoire de couverture, prête à répondre à toute question. Le silence s'étira, et avec lui, la tension devint presque insoutenable. Soudain, un bruit sourd résonna dans l'impasse. Élise tourna légèrement la tête, mais avant qu'elle ne puisse réagir, une silhouette familière surgit de l'ombre. C'était Antoine, un membre de son réseau, qu'elle croyait engagé dans une autre mission ce soir-là. Il tenait un objet massif, une barre de métal peut-être. Et le bruit qu'elle avait entendu semblait être celui d'une distraction qu'il avait volontairement créée. « Cours, Élise !» cria Antoine d'une voix à la fois urgente et déterminée. Il se plaça entre elle et les soldats, tentant de détourner leur attention. Élise hésita un instant, déchirée entre l'instinct de fuir et le besoin de protéger son camarade. Mais elle savait que rester ne ferait qu'aggraver la situation. Serrant son sac contre elle, elle s'élança dans les ruelles sombres, ses pas résonnant sur les pavés mouillés. Elle courut à en perdre haleine, prenant des virages brusques pour semer d'éventuels poursuivants. Derrière elle, des éclats de voix et des bruits métalliques indiquaient qu'Antoine s'efforçait de contenir la situation. Ses jambes tremblaient, mais elle ne ralentit pas. L'objectif était clair, rejoindre une des nombreuses planques du réseau, où elle pourrait se cacher et réfléchir à la suite. Après ce qui lui sembla une éternité, elle trouva refuge dans un entrepôt abandonné en bordure de la Seine. Là, dans le silence oppressant, elle tenta de reprendre son souffle. Son esprit était en proie à des tourments. Antoine allait-il s'en sortir? Avait-elle été repérée?
Une peur plus grande, cependant, dominait toutes les autres. Le dossier était encore intact, mais la mission était compromise. Les Allemands savaient désormais qu'un réseau agissait dans cette zone. Tandis qu'elle réajustait le contenu de son sac, une pensée froide la traversa. Paris n'était plus sûr pour elle. Si elle voulait assurer la sécurité des informations qu'elle transportait, elle devait quitter la ville au plus vite. Mais où aller et à qui faire confiance? Les réponses, pour l'instant, lui échappaient. Une seule certitude la guidait. Elle n'avait pas le droit d'échouer. Chapitre 2. Une mission périlleuse. Le matin s'était levé sur un Paris figé dans un calme apparent. Mais Élise ne pouvait plus se permettre de contempler la ville qu'elle aimait. Sa mission l'appelait, et chaque minute passée dans la capitale augmentait le danger. Après une nuit d'attente dans l'entrepôt humide où elle avait trouvé refuge, elle reprit la route avec une détermination froide. L'objectif était clair. Quitter Paris sans attirer l'attention et rejoindre Lyon, où un réseau allié pourrait l'aider à transmettre les précieux documents qu'elle portait. Pour cette nouvelle étape, Élise s'était déguisée en paysanne. Une robe de laine simple, un foulard noué autour de sa tête et un panier rempli d'herbes médicinales donnaient à penser qu'elle était une humble cueilleuse. Dans ce panier se trouvait une cachette ingénieuse. Sous les feuilles et les racines séchées, le dossier était enveloppé dans un tissu imperméable. Si quelqu'un fouillait, il faudrait qu'il dépasse l'odeur âcre des plantes pour découvrir ce qu'elle dissimulait. Ce stratagème, conçu par un camarade résistant, lui donnait un léger répit mental. Mais elle savait que son visage, son comportement et surtout son histoire de couverture devaient être irréprochables. Élise opta pour un mélange de moyens de transport, évitant les trajets directs. Elle marcha pendant des heures le long de routes secondaires, monta à bord de trains bondés où les contrôles étaient fréquents et parfois accepta de monter dans les charrettes de paysans compatissants. À chaque poste de contrôle, elle s'efforçait de garder un calme parfait, répétant dans sa tête son histoire fictive. Elle était Sophie Charpentier, une cueilleuse d'herbes médicinales envoyée à Lyon pour livrer des produits à une apothicaire. À un poste de contrôle près de Chartres, un soldat allemand lui demanda pourquoi elle voyageait seule. Elle inclina légèrement la tête et expliqua, dans un allemand hésitant mais crédible, que son mari était malade et qu'elle devait vendre ses récoltes pour subvenir à leurs besoins. Le soldat grogna quelque chose en retour, mais finit par la laisser passer. Ce n'était qu'un contrôle parmi d'autres, mais chaque interaction lui coûtait une énergie immense. Derrière son calme apparent, son esprit restait en alerte, prêt à improviser si la situation dégénérait. En approchant de Tours, un imprévu survint. Alors qu'elle s'arrêtait dans une petite auberge pour manger une soupe chaude, un homme d'apparence modeste l'aborda. Ses vêtements étaient ceux d'un artisan, mais son regard vif et méfiant trahissait une autre identité. « Vous voyagez seule, madame ?» demanda-t-il à voix basse, ses yeux scrutant son panier. Élise resta sur la défensive, mais le ton du nouvel arrivant changea rapidement. « Ne vous inquiétez pas, je suis un ami. » Il se présenta sous le nom de Marcel, un résistant travaillant pour un autre réseau. Ils échangèrent des informations codées pour confirmer leurs allégeances. Marcel expliqua qu'il devait lui aussi se rendre à Lyon, bien que pour une mission différente. Mais son ton devint grave lorsqu'il parla des récents événements. « Ton réseau à Paris a été infiltré. Il y a un traître parmi vous. » Élise sentit son estomac se nouer. Les récents incidents prenaient soudain un sens sinistre. La lumière dans la cache, le contrôle inattendu des soldats. Quelqu'un avait parlé. Malgré la méfiance qu'elle éprouvait envers ce nouvel allié, elle accepta sa proposition de voyager ensemble. Ils connaissaient des chemins secondaires et des points de passage sûrs. Leur première grande épreuve fut la traversée de la Loire, une frontière naturelle devenue un obstacle pour les résistants et un point de contrôle renforcé par l'ennemi. Marcel avait des contacts dans un petit village riverain où une barque les attendait. Mais même avec ces précautions, les risques restaient élevés. La nuit de la traversée, une fine pluie tombait, rendant la rivière encore plus difficile à naviguer. Élise s'installa dans la barque avec précaution, tenant fermement son panier, tandis que Marcel pagayait en silence. Les eaux noires semblaient refléter leurs angoisses.
Au milieu de la traversée, un éclat de lumière brisa l'obscurité. Des fusées éclairantes lancées depuis la rive. Des cris en allemand s'élevèrent. Élise comprit qu'ils avaient été repérés. Marcel murmura « Garde ton calme. Ne bouge pas. » Il fit un effort pour maintenir la barque dans l'ombre de la rive. Les faisceaux lumineux balayaient la surface de l'eau. Mais pour l'instant, il restait hors de vue. Élise retenait son souffle, consciente que le moindre mouvement pourrait trahir leur position. Après de longues minutes qui parurent une éternité, les voix s'éloignèrent. Ils reprirent leur progression, la peur les serrant toujours à la gorge. Ils atteignirent l'autre rive au petit matin, épuisés mais soulagés. Marcel, dont l'expérience s'est avérée cruciale, commença à planifier le reste du voyage. Mais pour Élise, cette traversée avait été un rappel brutal de la fragilité de leur entreprise. Elle réalisa que chaque étape la rapprochait de Lyon, mais augmentait aussi les risques. Et si le traître savait où elle allait? Et si quelqu'un l'attendait à son arrivée? Avant de repartir, Marcel posa une main sur son bras. « Élise, écoute-moi. Peu importe ce qui arrive, fais passer ta mission avant tout. Même moi. » Cette déclaration, bien que dure, confirma ce qu'elle savait déjà. Sa mission était plus importante que n'importe quelle vie, y compris la sienne. En reprenant la route, Élise sentit un mélange d'appréhension et de détermination. Lyon n'était plus si loin, mais elle pressentait que les défis les plus difficiles étaient encore devant elle. Chapitre 3. Alliance fragile. Lyon, enfin. Après des jours de voyage ponctués de contrôle, d'angoisse et d'épuisement, Élise atteignit la ville, son précieux dossier toujours dissimulé dans son panier. Pourtant, en posant le pied sur les pavés d'une ville qu'elle ne connaissait que par les récits de ses camarades, elle ne ressentit aucun soulagement. Les tensions de la résistance lyonnaise étaient célèbres, marquées par des luttes de pouvoir et des rivalités entre réseaux. Elle le savait. Ici, la prudence était plus que jamais de mise. Son contact local, un certain Lucien, l'attendait dans une arrière-salle d'une épicerie modeste. À peine avait-elle franchi le seuil que Lucien lui fit signe de le suivre en silence. Il était jeune, d'une vingtaine d'années, avec des yeux vifs et un sourire discret. Il la guida à travers des ruelles sinueuses jusqu'à une maison discrète en périphérie de la ville, où elle serait introduite auprès du chef du réseau lyonnais, le capitaine René. Lorsque René entra dans la pièce, Élise comprit immédiatement pourquoi il inspirait autant le respect que la crainte. C'était un homme imposant, à la barbe mal taillée et aux gestes précis. Ses yeux perçants semblaient scruter jusqu'à l'âme. Après un bref salut, il s'installa à une table encombrée de cartes et de rapports. « On m'a parlé de toi, Élise Vauquelin, et de ce que tu transportes. » Son ton était neutre, mais Élise sentit une pointe de méfiance. Elle s'assit face à lui et sortit le dossier de son panier, posant soigneusement le paquet sur la table. « Ce sont des informations vitales pour les Alliés, » expliqua-t-elle d'une voix assurée. Elles doivent être transmises le plus rapidement possible. René hocha la tête, mais son regard ne quittait pas son visage. « Tu dis que ce document peut changer le cours de la guerre, mais comment être sûr que tu es celle que tu prétends être ?» La question, bien que prévisible, lui donna un frisson. Elle avait affronté des soldats ennemis, traversé des checkpoints, mais se retrouver face à des doutes au sein de la résistance était une toute autre épreuve. « Je comprends votre méfiance, » répondit-elle calmement. « Mais je n'ai rien à prouver. Ce dossier est ce qui compte. Si vous ne voulez pas m'aider, dites-le clairement. » Un silence tendu s'installa dans la pièce. Élise sentit son cœur battre plus fort, mais elle ne détourna pas le regard. Lucien, resté en retrait, prit la parole. « René, elle a risqué sa vie pour arriver ici. On peut au moins lui accorder le bénéfice du doute. » Ces mots semblèrent peser sur le capitaine, qui finit par acquiescer. « Très bien, nous allons examiner ces documents. En attendant, tu resteras ici. Mais ne te fais pas d'illusions. Si quoi que ce soit nous semble suspect, je te considère comme une menace. » Les jours suivants furent marqués par une tension constante. Élise, cloîtrée dans la maison, observait en silence l'activité autour d'elle. Les membres du réseau entraient et sortaient, échangeant des informations à voix basse, mais peu lui parlaient directement. Lucien était le seul à lui témoigner une certaine bienveillance, lui apportant des nouvelles et discutant avec elle lorsqu'il en avait l'occasion. Un soir,
Alors qu'elle partageait un repas frugal avec lui, Lucien se pencha vers elle. « Je ne veux pas te faire peur, mais René n'est pas aussi fiable qu'il en a l'air. » Élise fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» murmura-t-elle. Lucien baissa la voix encore davantage. « Il y a des rumeurs. Il serait en contact avec un groupe rival, prêt à monnayer des informations pour obtenir des ressources. Ce que tu transportes, c'est un atout trop précieux. Je ne serais pas surpris qu'il cherche à le vendre. » Le cœur d'Élise se serra. Était-il possible que René, un pilier supposé de la résistance, trahisse leur cause? Mais Lucien, en dépit de sa jeunesse, semblait sincère. Elle décida de ne pas ignorer son avertissement. Cette nuit-là, Élise s'éveilla en sursaut. Un bruit sourd venait de retentir dans la maison. Elle se redressa lentement, tendant l'oreille. Des voix basses parvenaient de la pièce voisine. Elle se glissa silencieusement hors de sa chambre et observa à travers une fente de la porte entr'ouverte. René était là, en pleine discussion avec deux hommes qu'elle n'avait jamais vus. Ils parlaient rapidement, mais elle parvint à saisir quelques mots. Dossier, conditions, échange. Une chose était claire, quelque chose se tramait, et cela concernait directement ce qu'elle avait apporté. Retourner dans sa chambre fut une épreuve. Son esprit bouillonnait de questions. Devait-elle confronter René, faire confiance à Lucien, ou partir immédiatement? Mais où irait-elle avec un réseau de plus en plus restreint et un dossier aussi compromettant? Elle ne dormit pas cette nuit-là. Lorsque l'aube se leva, elle avait pris une décision. Attendre, c'était prendre un risque inacceptable. Elle devait partir, avec ou sans l'aide de Lucien. Le départ ne fut pas simple. Avant de quitter la maison, Élise laissa un message crypté pour Lucien, espérant qu'il comprendrait ses intentions. Puis, elle prit le dossier et sortit dans les rues encore calmes de Lyon. La ville, baignée dans une lumière grise, semblait indifférente à son sort. Mais pour Élise, chaque coin de rue, chaque visage croisé représentait une menace potentielle. Elle savait qu'elle avait franchi un point de non-retour. En quittant le réseau de René, elle devenait une fugitive non seulement pour l'ennemi, mais aussi pour certains membres de la résistance. Pourtant, une seule pensée la guidait. Elle devait protéger ses informations, même si cela signifiait agir seule. Chapitre 4. La trahison dévoilée. Élise marchait depuis des heures le long des routes sinueuses des campagnes environnant Lyon. Le poids du dossier, bien qu'insignifiant physiquement, semblait de plus en plus lourd à porter. Chaque pas l'éloignait du réseau lyonnais, mais renforçait également son isolement. Pourtant, sa détermination restait intacte. Elle devait atteindre Grenoble, où un autre contact de confiance, identifié par un simple pseudonyme, l'attendait. Mais les incertitudes s'accumulaient. Qui pouvait-elle encore croire? Sur sa route, elle trouva refuge dans un petit couvent niché au pied des collines. Les sœurs, habituées à héberger des résistants en fuite, l'accueillirent sans poser trop de questions. La mère supérieure, une femme austère mais bienveillante, lui offrit une chambre rudimentaire et un repas chaud. Pour la première fois depuis des jours, Élise sentit une accalmie. Le silence des lieux, ponctué uniquement par les prières et le bruissement des robes des religieuses, semblait suspendre le temps. Cependant, la tranquillité fut de courte durée. Le lendemain, une des sœurs, prénommée Agnès, demanda à parler à Élise en privé. Elles s'installèrent dans un petit salon attenant à la chapelle. Agnès, une femme d'une trentaine d'années au visage grave, sortit une enveloppe jaunie de sa poche. « Nous avons intercepté cela il y a quelques jours. Je pense que vous devriez le voir. » Élise ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait une lettre rédigée en allemand, accompagnée de notes manuscrites en français. La lettre décrivait des échanges entre un informateur et les forces allemandes à Paris. L'auteur semblait fournir des détails précis sur les mouvements de résistants, les caches et les missions en cours. Mais ce qui glaça Élise fut le nom mentionné à la fin des notes explicatives. Antoine, celui qui l'avait sauvé des soldats à Paris. Celui qu'elle considérait comme un frère d'armes, un pilier de leur réseau. Elle relut les documents plusieurs fois, espérant y déceler une erreur, une ambiguïté. Mais tout semblait clair. Antoine avait collaboré. Peut-être avait-il été contraint, mais les conséquences de ses actions étaient indéniables. Son réseau avait été compromis, ses camarades capturés ou tués. La colère et la tristesse montèrent en elle, se mêlant à une profonde confusion.
Comment pouvait-elle encore avancer si même ceux qu'elle avait le plus respectés s'étaient révélés défaillants? Elle serra la lettre dans ses mains tremblantes, ses pensées se brouillant sous le poids de cette révélation. La trahison d'Antoine n'était pas seulement une trahison personnelle, mais un rappel brutal de la fragilité de leur lutte. Les résistants, pourtant animés par un but commun, n'étaient pas invincibles. « Que comptez-vous faire ?» demanda Agnès, interrompant le tourbillon de pensées d'Élise. Élise releva la tête, les yeux brillants de détermination. « Je vais continuer. Ce dossier doit atteindre Grenoble, quoi qu'il m'en coûte. Antoine a peut-être trahi, mais je ne le ferai pas. » Agnès hocha la tête, une lueur d'admiration dans le regard. « Alors partez vite, le danger rôde toujours. Mais si vous avez besoin de nous, les portes du couvent vous resteront ouvertes. » Élise se leva, glissant la lettre dans son panier aux côtés du dossier. Elle remercia Agnès d'un signe de tête avant de quitter la pièce. Elle savait que l'épreuve qui l'attendait à Grenoble serait encore plus périlleuse. Mais pour l'instant, un seul objectif la guidait: protéger ses informations à tout prix. Les heures qui suivirent furent marquées par un débat intérieur intense. Agnès, voyant son trouble, tenta de la réconforter. « Nous ne savons pas pourquoi il a fait cela, mais ce qui importe, c'est que vous soyez ici, en sécurité. Ce dossier que vous portez peut encore servir la cause. » Mais Élise n'écoutait qu'à moitié. Une autre révélation accabla ses pensées. Agnès avait également découvert qu'Antoine se trouvait non loin de là, à la périphérie de Grenoble. Les documents mentionnaient son nom dans une transaction prévue avec des officiers allemands. Si cela est vrai, il pourrait avoir des informations encore plus précieuses ou dangereuses, murmura Agnès. Peut-être devriez-vous l'arrêter. Cette suggestion bouleversa Élise, mais elle savait qu'elle ne pouvait l'ignorer. Le soir même, elle retrouva Lucien, qui avait suivi sa trace jusqu'au couvent. Leur rencontre fut brève, mais intense. « Tu pars seul comme ça, sans prévenir ?» lui demanda-t-il, visiblement inquiet. Élise lui expliqua tout, les documents d'Agnès, les preuves contre Antoine et la transaction imminente à Grenoble. Lucien fronça les sourcils, son visage se durcissant. « Si tout cela est vrai, Antoine représente un danger non seulement pour toi, mais pour tous les réseaux autour de nous. Nous devons agir. » Ensemble, ils décidèrent de tendre une embuscade. Leur plan reposait sur une information clé fournie par Agnès. Antoine et ses contacts devaient se retrouver dans une scierie abandonnée en périphérie de la ville. La nuit était tombée lorsqu'ils arrivèrent près de la scierie. Les lieux étaient plongés dans une obscurité presque totale, à peine troublée par une lune voilée. Élise et Lucien se dissimulèrent dans un amas de bois empilé, à bonne distance de l'entrée principale. Peu après, une voiture arriva, ses phares perçant la pénombre. Élise reconnut immédiatement Antoine lorsqu'il sortit du véhicule. Il était accompagné de 2 hommes en civil. L'un d'eux portait une mallette, confirmant qu'un échange allait avoir lieu. Élise serra les dents, essayant de contenir ses émotions. Elle avait tant de questions à lui poser. Pourquoi avait-il trahi? Était-ce par peur, par égoïsme ou par contrainte? Mais ces interrogations devraient attendre. La priorité était d'empêcher l'échange. Lucien murmura à son oreille « On attend qu'ils se mettent en position. Si on agit trop tôt, on risque de les manquer. » Élise hocha la tête, son cœur battant à tout rompre. Antoine échangeait des mots avec les 2 hommes, semblant discuter des termes de l'accord. Puis, d'un geste discret mais déterminé, Élise attrapa le petit pistolet qu'elle portait dans sa poche. Elle savait qu'elle ne pourrait pas affronter directement 3 hommes armés, mais une diversion pourrait suffire à saboter la transaction. Lucien, armé d'un vieux revolver, scruta la scène en silence. Une tension palpable flottait dans l'air. Antoine s'approcha de l'homme tenant la mallette. Ce dernier l'ouvrit, révélant des documents et une liasse de billets. Lucien murmura « Maintenant ou jamais ?» Élise prit une profonde inspiration et sortit de sa cachette. « Antoine !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans l'obscurité. Les hommes se figèrent. Antoine tourna lentement la tête, ses yeux s'écarquillant lorsqu'il aperçut Élise. « Qu'est-ce que... » balbutia-t-il, visiblement surpris. Lucien surgit également, arme pointée sur les 2 inconnus. « Personne ne bouge », ordonna-t-il d'une voix ferme. Antoine leva les mains en signe de reddition, mais son expression oscillait entre la panique et la colère. Élise s'avança lentement, le regard fixé sur lui.
Pourquoi, Antoine? Pourquoi as-tu fait ça? Demanda-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Antoine ouvrit la bouche pour répondre. Un échange tendu s'ensuivit, où Antoine tenta de se justifier. Il parla de menaces, de compromis nécessaires pour protéger sa famille. Mais ses excuses n'atteignirent pas Élise. Trop de vies avaient été perdues à cause de lui. Lucien, plus pragmatique, intervint. « Ce que tu as fait est impardonnable, mais ce que tu sais pourrait encore sauver des vies. Où sont les autres documents ?» Antoine, acculé, baissa la tête, les épaules voûtées sous le poids de sa culpabilité. « Ils sont cachés, dans une vieille maison, à l'orée du bois de la Chartreuse. J'y ai laissé tout ce qu'ils m'ont demandé de rassembler. » Lucien échangea un regard avec Élise. C'était l'opportunité d'obtenir des informations potentiellement décisives pour protéger les réseaux résistants. Élise fixa Antoine une dernière fois, un mélange de tristesse et de dégoût dans les yeux. « J'espère que, d'une manière ou d'une autre, tu trouveras la paix, Antoine. Mais je ne peux pas te pardonner. » Antoine ouvrit la bouche, comme pour répondre, mais aucun mot ne vint. Il semblait vidé de toute énergie, comme si ce moment marquait la fin de ce qu'il restait de lui. Ils quittèrent la scierie peu après, laissant Antoine seul dans l'obscurité. Lucien, fidèle à sa nature, resta concentré sur leur prochain objectif, la maison de la Chartreuse. Si ce qu'il dit est vrai, il faut y aller sans tarder. Élise hocha la tête, bien qu'un poids immense pesait sur son cœur. Pour elle, cette nuit marqua un tournant. Elle avait vu de près le prix de la trahison, la complexité des choix dans une guerre où les lignes entre le bien et le mal semblaient constamment brouillées. Antoine avait trahi, mais la guerre elle-même trahissait tout ce qu'elle touchait. L'innocence et la confiance, tout était vulnérable face à la pression implacable de la survie. Alors qu'il s'éloignait de la scierie, les premières lueurs de l'aube teintaient le ciel d'un gris pâle. Élise resserra son étreinte sur le dossier qu'elle portait, jurant silencieusement de ne jamais faillir, peu importe le coût. Elle savait qu'elle avait continué à avancer, malgré tout. Chapitre 5. L'ultime sacrifice. L'aube teintait à peine les sommets alpins d'un éclat rosé qu'Élise et Lucien, fatigués mais déterminés, quittaient la scierie. Les informations obtenues d'Antoine étaient précieuses. Une autre cache d'armes et de documents se trouvait dans un village voisin, surveillé par un petit groupe de collaborateurs. Leur mission était désormais claire. Récupérer ces éléments pour préserver la sécurité des réseaux résistants restants. Mais le poids de la nuit passée pesait sur eux. Pour Élise, affronter Antoine, cet homme qu'elle avait considéré comme un frère d'armes, avait été une épreuve déchirante. Lucien, lui, restait concentré, son regard fixé sur leur objectif. Ils traversèrent les montagnes à pied, évitant les routes principales, où des patrouilles allemandes circulaient régulièrement. Le froid mordant de décembre et les chemins escarpés rendaient leur progression difficile. Mais Élise, son sac fermement tenu contre elle, avançait avec une résolution inébranlable. « Nous y sommes presque », murmura Lucien à un moment, brisant le silence pesant. Elle acquiesça sans répondre, ses pensées tournées vers ce qui les attendait. En fin de journée, ils atteignirent le village désigné. C'était un lieu modeste, composé de quelques maisons de pierre nichées au creux d'une vallée, où tout semblait endormi sous un épais manteau de neige. Mais Élise savait que cette tranquillité était trompeuse. Selon les indications d'Antoine, la cache se trouvait dans une grange à l'écart, surveillée par 3 hommes. « Nous devons entrer et sortir rapidement », déclara Lucien. « Pas de confrontation inutile. » À la tombée de la nuit, ils passèrent à l'action. Après avoir observé les lieux depuis une colline voisine, Élise et Lucien s'approchèrent discrètement de la grange. La neige étouffait leurs pas, mais leur cœur battait à tout rompre. Lucien fit signe à Élise de rester en arrière, tandis qu'il s'approchait pour jeter un coup d'œil à travers une ouverture dans le bois. À l'intérieur, 2 hommes discutaient près d'une caisse ouverte, une lampe vacillante éclairant la pièce. Le 3e surveillait l'entrée. Lucien revint sur ses pas et murmura à Élise. 3. 2 à l'intérieur, 1 à l'entrée. Si on les distrait, on peut les désarmer sans faire de bruit. Élise hocha la tête, bien qu'une angoisse sourde montât en elle. Lucien s'avança furtivement vers l'homme à l'entrée. Dans le silence glacé de la nuit, chaque seconde semblait étirée à l'infini.
Alors qu'il s'apprêtait à intervenir, un craquement retentit sous la neige. Élise avait accidentellement bougé un peu trop vite. L'homme se retourna brusquement. « Qui est là ?» demanda-t-il, sa voix rompant la quiétude nocturne. Lucien, réactif, saisit l'occasion pour attirer son attention. Une lutte silencieuse s'ensuivit, au cours de laquelle Lucien parvint à maîtriser l'homme. Mais les bruits avaient alerté ceux à l'intérieur. À l'intérieur, un des hommes ouvrit brusquement la porte pour comprendre ce qui se passait. Élise, cachée derrière un amas de bois, attendit le bon moment pour agir. Elle trouva le courage d'interpeller l'homme en tentant de le distraire. Lucien utilisa l'instant pour s'introduire dans la grange. Une lutte brève mais intense s'engagea. Avec une stratégie coordonnée, ils parvinrent à désarmer les surveillants sans recours à des méthodes brutales. Essoufflée, Élise repéra rapidement ce qu'ils cherchaient. Une caisse contenant des documents, des cartes et des équipements essentiels. Lucien inspecta rapidement le contenu. « On a ce qu'il nous faut. Partons avant qu'il n'y ait d'autres complications. » Alors qu'il quittait la grange, Élise sentit une immense gratitude envers Lucien pour son sang-froid. Pourtant, une ombre persistait dans son esprit. Chaque mission semblait les rapprocher d'un point de non-retour, où le coût personnel de leurs actes dépassait leurs propres limites. Sous le ciel étoilé, ils marchèrent en silence, leurs pas s'enfonçant dans la neige. Élise porta le poids de leur but commun, conscient que leur mission dépassait leur sacrifice individuel. Ils marchèrent toute la nuit, s'éloignant autant que possible du village. Le froid mordant semblait s'intensifier à chaque pas, et la fatigue pesait sur leur corps épuisé. Lorsqu'ils furent enfin à l'abri d'une clairière protégée par un épais bosquet, Lucien s'effondra sur un rocher, haletant. Élise s'assit à ses côtés, ses mains encore tremblantes, son souffle irrégulier. « On y est arrivé ?» murmura-t-elle, presque incrédule. Lucien hocha la tête, mais son regard resta sombre. « Ce n'est pas fini, Élise. Ces documents doivent maintenant atteindre les Alliés, et nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. » Elle acquiesça. Bien que la tension de l'instant se soit légèrement dissipée, le poids de leur mission, malgré leur récent succès, restait immense. Pourtant, un sentiment de soulagement, aussi fragile soit-il, l'envahit. Ils avaient traversé tant d'épreuves, affronté des ennemis visibles et invisibles, et malgré tout, ils avaient tenu bon. Au lever du soleil, après encore quelques heures de marche silencieuse, ils atteignirent un point de contact convenu, une cabane isolée au bord d'une rivière gelée. Là, un messager allié les attendait. L'homme, vêtu d'un manteau épais et d'un bonnet de laine, semblait une ombre solitaire dans la blancheur environnante. Élise, le cœur battant, s'avança vers lui. Avec une émotion contenue, elle sortit le dossier de son sac et le remit entre ses mains. Ce moment, bien qu'empreint de soulagement, fut aussi un adieu. Elle savait que ces documents, désormais hors de sa portée, continueraient leur chemin pour servir une cause bien plus grande qu'elle. Le messager lui adressa un signe de tête, un geste simple mais chargé de reconnaissance, avant de disparaître dans la forêt enneigée, emportant avec lui les fruits de leur lutte. Tandis qu'Élise regardait sa silhouette s'éloigner, elle ressentit un mélange de vide et d'accomplissement. La guerre continuait, et son rôle, bien que crucial, n'était qu'une pièce parmi tant d'autres dans ce combat titanesque. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle osa espérer. Peut-être que ces sacrifices, ceux de Lucien et de tant d'autres, ne seraient pas vains. Alors qu'elle et Lucien reprenaient leur marche, l'esprit tourné vers les défis à venir, Élise leva les yeux vers le ciel. L'hiver était encore là, mais les premières lueurs du jour promettaient un renouveau, aussi lointain soit-il. Elle sentait qu'un printemps, porteur d'espoir,